Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Madame la Présidente de la section du rapport et des études du Conseil d'État représentant Monsieur le Vice-président du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Madame la Conseillère représentant le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur le Président de la section du contentieux, Monsieur le membre du Conseil constitutionnel, Monsieur le Président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, Madame la Vice-présidente de l'Assemblée nationale représentant Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente, directrice du service de documentation des études du rapport de la Cour de cassation, Mesdames et Messieurs les premiers avocats généraux, Monsieur le procureur européen, Madame la défenseure des droits, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Monsieur le vice-bâtonnier du barreau de Paris, Monsieur le vice-président du Conseil national des barreaux, représentant le président du Conseil national des barreaux, Mesdames et Messieurs, mes chères consoeurs, mes chers confrères, chers amis de la conférence du stage. Bannissons le chagrin, il nous consume. Proclamé comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, les droits fondamentaux sont indissociables des progrès de l'humanité en général et du droit en particulier. Exaltés par les Lumières, ils ont contribué à l'avènement de la liberté, car le droit permet la liberté, celle du citoyen face au pouvoir absolu, celle du savoir face à l'obscurantisme, liberté des peuples, liberté des individus, liberté des penseurs, écrivains, journalistes, liberté, liberté chérie, proclame le 7e couplet de notre Marseillaise. Visionnaires, les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale en 1789, qui ont considéré dans notre Déclaration des droits que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements et qui ont résolu d'exploser dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Et si ces principes ont été balayés par le souffle de la barbarie des régimes totalitaires du XXe siècle, ils ont été au cœur de la reconstruction de l'Europe par le droit. Comme en 1789, les signataires de la Convention européenne des droits de l'homme ont affirmé leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose notamment sur un commun respect des droits de l'homme. Mais il ne suffit plus de proclamer des droits. Il faut les couler dans un ciment suffisamment solide au moyen d'outils juridiques destinés à les rendre pérennes et effectifs. L'état de droit n'est pas un colosse, mais une figure finalement fragile, pouvant être renversée au premier conflit. Sur les ruines de l'Europe, on a construit une cour de la paix chargée de protéger et de faire vivre les droits de l'homme au moyen du recours individuel qui est possible en France depuis 40 ans. Nous venons juste de fêter cet anniversaire. Alors que les canons et la guerre massacrent des vies à la porte de notre Union européenne, c'est le moment ou jamais de nous rappeler que ces outils ont été conçus comme une réponse par le droit aux atrocités commises. Après la chute du mur de Berlin, on célébrait la fin de l'histoire ainsi que le triomphe de l'état de droit. On oppose aujourd'hui, avec une grande brutalité, le droit et la démocratie. Et cette contestation n'est plus l'apanage des mouvements populistes. À vrai dire, les droits fondamentaux ont toujours eu leur lot de sceptiques, chez les juristes notamment, dénonçant la subversion, la dilution ou la négation du droit par ces principes jugés trop mous, généraux, susceptibles de toutes les interprétations et instrumentalisations. Pourtant, l'égalité, sans considération d'origine, de sexe ou de religion, la sûreté,
le respect de la vie familiale, la liberté de penser, la propriété, la protection des étrangers, des minorités et des personnes, le statut des enfants et l'état civil. En un mot, la présence bienfaisante de la liberté, le souci de la règle de droit. Ces droits fondamentaux sont notre trésor inestimable. Sont-ils à vendre à l'encan? Sommes-nous prêts à renoncer aux garanties du procès équitable et à un recours effectif, à la présence d'un avocat lors des auditions, au droit au silence, au recours pour excès de pouvoir? Si cette contestation est ancienne, c'est son ampleur qui surprend et qui inquiète aujourd'hui, avec en toile de fond la critique du rôle du juge. Accusé, levez-vous. Cette mise en accusation est dirigée contre l'ADN du mécanisme de protection des droits fondamentaux, le principe d'effectivité. La Convention européenne des droits de l'homme ne se borne pas à énoncer des droits. Elle a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, interprétés à la lumière des conditions d'aujourd'hui et des progrès de la société. Le Conseil constitutionnel ne dit pas autre chose à propos du contrôle de constitutionnalité lorsqu'en 1985, il considère que la loi votée n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution et donc des droits fondamentaux. À plusieurs reprises, le Conseil a fait dépendre la constitutionnalité du point de savoir si la loi assurait suffisamment l'effectivité d'un droit constitutionnel, comme celui du recours effectif contre une décision d'arrêt de traitement médical par une personne hors d'état d'exprimer sa volonté. Cette notion d'effectivité est pourtant mal définie. Les dictionnaires n'en parlent pas, ou peu. Selon l'Académie, ce terme serait trop rare pour figurer dans un dictionnaire d'usage courant. Je souhaite vous convaincre du contraire. Certes, la règle de droit ne se définit pas au sens strict du terme par rapport à son effectivité, et c'est heureux. Mais c'est elle qui permet au droit de se réaliser. Dans le droit de la preuve, on dit que ne pas pouvoir prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ou ne pas être, c'est la même chose. Eh bien, ne pas pouvoir revendiquer de façon effective, en justice, un droit, ou ne pas avoir de droit, c'est aussi la même chose. Pour Yering, l'essence du droit est sa réalisation pratique. Pour Jean Rivero, la norme juridique est faite pour régir le réel et pour se traduire dans les faits. L'effectivité est une norme dont la fonction est d'assurer le respect des droits et la question dépasse très largement celle des voies d'exécution. Il n'y a pas de droit là où il ne peut pas y avoir de recours en justice. Le droit est inséparable de l'expérience du procès et donc de l'office que le justiciable est en droit d'attendre d'un tiers impartial et indépendant, le juge, dont on rappellera solennellement ici qu'il rend la justice au nom du peuple français. Comment ne pas penser en cet instant au procès des attentats de novembre 2015, V13, qui s'est déroulé à quelques encablures de cette grande chambre. Comme l'a si bien dit l'avocate générale à la cour d'assises, votre verdict ne permettra pas de réparer le rideau déchiré, il ne guérira pas les blessures visibles et invisibles, il ne ramènera pas les morts à la vie, mais il pourra au moins assurer aux vivants que c'est ici que la justice et le droit ont le dernier mot. 6 ans seulement pour, avec les moyens qu'il faut, enquêter, instruire, défendre, débattre et juger définitivement la terreur et l'effroi, un modèle d'effectivité dont pourrait s'inspirer la justice pénale internationale. Voilà une façon de rendre la justice aux citoyens, pour reprendre le très bel intitulé choisi dans le rapport des États généraux de la justice. Et ce juge, spécialement celui de Cour suprême, doit interpréter la loi. C'est son office et la tâche n'est pas toujours facile, mais il ne peut se dérober sous peine de déni de justice. L'effectivité du droit nécessite tout d'abord un juge interprète. Un article de loi
ou de code n'a de sens véritable que mis en rapport avec un dessein général. Comme l'a dit le doyen Vedel, le droit civil ne devint adulte que le jour où on le construisit et on l'enseigna comme tel, non comme la litanie du code Napoléon commenté, mais selon une autre méthode. Plus personne aujourd'hui ne doute que la jurisprudence est une source effective du droit. C'est dans cette grande chambre de la Cour de cassation qu'ont été construites des cathédrales jurisprudentielles, dont la plus célèbre est la responsabilité du fait des choses. Alors que le débat législatif sur les accidents du travail s'enlise, la Cour finit par consacrer une présomption de responsabilité dans l'arrêt Jandeur, au grand désespoir de la doctrine de l'époque. Les grandes réformes du Code civil d'aujourd'hui, 2006, 2016, 2021, ont consisté à réécrire dans les textes les acquis de la jurisprudence. Et le chemin emprunté semble le même pour la réforme des contrats spéciaux ou bien encore le Code de droit international privé. Peut-on imaginer plus sincère hommage du législateur et du pouvoir réglementaire à l'office du juge de cassation? Et le droit administratif n'est pas en reste, dont l'origine est à trouver dans la jurisprudence du Conseil d'État et du tribunal des conflits. Le 8 février prochain, l'arrêt Blanco, qui a mis fin à la vieille tradition d'irresponsabilité de la puissance publique, aura 150 ans. Comme l'a souligné René Chaput, ce droit fait par le juge est la conséquence qu'on peut dire normale ou même inévitable de la carence de la loi. À chaque fois, il y a un litige, des justiciables qu'il faut départager et au milieu, un juge, régulateur essentiel de la vie en société. L'effectivité du droit suppose ainsi un juge interprète, mais aussi des contrôles juridictionnels efficaces. La fidélité et la loyauté que le juge doit à la loi ne veut pas dire qu'il doit être la machine à loi stigmatisée par Tocqueville, singulièrement à l'heure de l'open data et des algorithmes. Être fidèle, c'est respecter la lettre du texte et les intentions des législateurs, mais c'est dans le même temps donner un effet utile à la garantie des droits. La boîte à outils du contrôle de légalité pratiquée par le Conseil d'État et la Cour de cassation s'est donc naturellement enrichie. Quand la section du contentieux juge légal le recours à un téléservice pour des démarches administratives, elle pose en même temps le principe qu'il ne peut devenir obligatoire que si l'accès normal des usagers aux services publics et l'exercice effectif de leurs droits sont garantis. Quand le Conseil d'État opère pour la première fois un contrôle de la trajectoire sur le long terme des engagements chiffrés en matière d'environnement pris par l'État lors de l'accord de Paris, il est dans le même mouvement, juge de la légalité et juge de l'effectivité du droit. Quand l'Assemblée plénière de la Cour de cassation admet pour la première fois la recevabilité d'un moyen de cassation qui se prévaut en cours de procès d'une nouvelle jurisprudence, c'est pour assurer l'effectivité de l'accès au juge, l'égalité des justiciables et la cohérence du droit. Quand la chambre criminelle décide à propos des conditions de détention que le caractère prioritaire d'une question prioritaire de constitutionnalité doit s'effacer lorsque le justiciable est privé de liberté et qu'il doit en même temps bénéficier des contrôles de conventionnalité et constitutionnalité, elle rend la protection des droits fondamentaux plus effective. Le contrôle de proportionnalité s'adresse en réalité tant aux juges qu'aux législateurs. Il révèle souvent les silences de la loi qui pourraient être corrigés à peu de frais par une réécriture des textes. Dans l'affaire des décrocheurs de tableaux présidentiels, la solution n'aurait probablement pas été la même si la loi n'avait pas prévu, quelle que soit la gravité du délit, une inscription systématique au fichier national des empreintes génétiques. Ces droits, il faut donc les concilier, comme le dit remarquablement bien l'article 4 de notre Déclaration des droits de l'homme. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. La tâche est essentielle, mais délicate. Elle permet de renouer avec les fonctions premières du droit, pacifier les rapports sociaux et assumer d'ordonner les droits et leurs modalités d'exercice
ce que le législateur ne peut pas faire seul. Si en période de pandémie majeure, on refuse la vaccination, on exerce un droit, mais on met en danger la liberté des autres et on s'expose à des restrictions supplémentaires. De même, chacun est ici attaché à une conception large du droit d'accès au juge, et notamment du droit d'accès à celui du juge de cassation. J'y veille personnellement et scrupuleusement tous les jours en commettant l'ensemble de mes consoeurs et confrères. Mais lorsque ce droit d'accès au juge suprême dégénère en abus manifeste, en haine des auxiliaires de justice, du greffe et des magistrats, et qu'il est utilisé dans le seul but de nuire et de perturber le bon fonctionnement du service public de la justice, il doit pouvoir être limité. De même, si on détruit la nature, on réduit la disponibilité du monde et on ne prend pas le chemin de la paix. Vivre dans un environnement sain, équilibré et protégé est la première et ultime garantie de nos libertés. Le droit à l'eau, le droit à l'air sont tellement évidents qu'ils ne figurent pas dans la Déclaration des droits de l'homme. Faudra-t-il ordonner les droits en fonction de l'empreinte climatique pour assurer l'effectivité de ces droits les plus élémentaires? C'est un défi majeur auquel législateurs, gouvernements et acteurs du procès nous serons confrontés. Car l'effectivité du droit, c'est l'affaire de tous. Avocat auprès du Conseil d'État et de la Cour de cassation, je plaide coupable de réclamer des contrôles à la hauteur des enjeux que je viens d'exposer, coupable de demander, lorsque c'est utile, davantage de contrôle in concreto, coupable de suggérer des revirements de jurisprudence, des questions préjudicielles ou des demandes d'avis, coupable de demander une réorientation de dossier lorsqu'une non-admission paraît contestable. En faisant cela, je ne fais que mon métier d'avocat. Plus que jamais, nous le savons, la stratégie contentieuse des requérants est au cœur des contrôles normatifs exercés par nos juges suprêmes. Nous recherchons l'effet utile de nos recours, ce qui conduit à faire des choix. La question prioritaire de constitutionnalité est un formidable outil dont l'intérêt, 10 ans après son entrée en fonction, ne faiblit pas, et c'est heureux. Les avocats au Conseil, spécialistes du contrôle de légalité, en assurent la promotion sans faiblir. Mais le contrôle in abstracto pour l'avenir et la modulation fréquente des effets temporels n'est pas adapté à tous les dossiers. Le recours pour excès de pouvoir, quant à lui, est toujours un outil d'une grande puissance, annulé par voie d'action et de façon rétroactive. Je ne connais rien de plus efficace. Enfin, les différentes formes de contrôle de conventionnalité s'approfondissent et posent la redoutable question de savoir s'il est préférable d'appuyer sur tous les boutons en même temps ou de faire des choix. Comptez sur nous, en tout cas. Notre imagination est et doit être sans limite. C'est notre fonction, c'est aussi notre devoir. Et je veux aussi parler de notre devoir de conseil, toujours plus étendu, qui couvre non seulement le droit positif, le droit d'aujourd'hui, mais aussi celui de demain, puisqu'il nous faut prédire les évolutions prévisibles de la jurisprudence. Notre tâche est néanmoins redoutable à l'heure de la multiplication des sources du droit, non hiérarchisées pour certaines. La pyramide rassurante de Kelsen s'efface de plus en plus au profit d'un réseau qui se laisse moins facilement appréhender. Les lignes se superposent et se croisent. Pas sûr que nous trouvions encore des assureurs prêts à nous assurer pour toutes ces évolutions. Quant aux juges, nous savons que la tâche est également difficile et qu'ils sont au centre de toutes les attentions. Qui gardera les gardiens? La question est ancienne. Et pour ma part, j'ai fait mienne la devise de Benjamin Constant. On ne peut pas donner une garantie à la garantie elle-même. Autrement dit, la meilleure, puisque la seule, est celle qui donne, est celle que se donnent les juges eux-mêmes en exerçant leur pouvoir avec prudence et en s'auto-limitant. Les valeurs du magistrat sont celles
de son office. Et puisque nous vivons à l'heure de la concurrence des droits, vous avez dit, Monsieur le Premier Président, que seul un processus décisionnel fondé sur la discussion et obéissant à des conditions méthodologiques strictes rend légitimes les choix qu'il opère. Discussion avec les partis, discussion entre les partis, discussion avec des intervenants extérieurs ayant un intérêt légitime à faire valoir parce qu'ils permettent aux juges de Cour suprême d'approfondir les contrôles. Ces discussions contribuent à l'effectivité de la garantie de nos droits. Le succès de l'expérimentation d'une oralité renforcée au Conseil d'État l'a bien démontré, Monsieur le Président de la section du contentieux. La mise en place progressive des propositions du rapport Cour de cassation 2030, qui implique toute la Cour, ses magistrats du siège, ses avocats généraux, son greffe et ses avocats au Conseil, va également y contribuer. Chers jeunes secrétaires de la conférence du stage, le combat pour l'effectivité des droits est inlassable. Dans une lettre à Madison qu'il a écrite dans le palais révolutionnaire de l'automne 1789, Jefferson défend le droit de chaque génération à promouvoir une interprétation vivante du droit. La terre appartient aux vivants et non aux morts. Le droit est poreux, il ressemble à une éponge. C'est là qu'il est le plus efficace, lorsque le juriste accompli va se nourrir à ses différentes branches. Droit public et droit privé sont interdépendants. C'est à vous qu'il appartient d'imaginer les contrôles de demain, les innovations technologiques, la protection effective, concrète de nos données numériques, la bioéthique et l'humain augmenté sont des sujets dont il faut vous saisir sans tarder. De même que peuvent le droit et la justice pour une protection effective de notre environnement et de notre climat. On le voit bien, ces leviers sont utilisés par des citoyens pour faire bouger les lignes. Le droit est devenu l'un des vecteurs et c'est une chance. Des juridictions sont saisies, des contentieux se nouent, les appels aux juges se multiplient. La protection effective du droit passera donc par un nouvel imaginaire avec des hiérarchies et des interdits qu'il vous appartient d'imaginer. Il y a dans les progrès du droit, pour reprendre Victor Hugo, encore plus de terres promises que de terrain gagné. Ces terres promises, gagnées puis perdues, comme les marais d'équinoxe, c'est à vous qu'il appartient de les investir.